Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referralsquad.io. François, ça va ? Salut, comment ça va, Alexandre? Écoute, très content de te recevoir dans le podcast puisque tu as développé une plateforme dont on va en parler, Referral Squad, que je trouve top et qui répond à un réel besoin commercial. Mais avant ça, je vais te demander de te présenter aux auditeurs. Merci pour cette tribune. Donc, je m'appelle François-Joseph Viallon, j'ai 42 ans, je suis papa de 2 petits garçons. Je suis basé principalement à Marseille et un peu en Haute-Savoie. Avant de créer Referral Squad, j'ai eu un parcours dans la tech et dans la vente d'à peu près 20 ans, où j'ai surtout travaillé au business dev de différentes startups. D'abord dans les années 2000 dans le mobile. Le mobile, c'était pas encore le smartphone. J'ai travaillé pour un éditeur de logiciel qui s'appelait Mobile Distillery, qui développait une solution de portage d'applications mobiles. Donc à l'époque, c'était Java Mobile. Et comment on faisait tourner une application mobile sur différents smartphones. Il y avait besoin de les adapter à chaque spécificité. Et là, je suis arrivé. En fait, j'ai vraiment découvert la vente par cette expérience professionnelle. En tout cas, j'ai découvert mes talents de vendeur dans cette expérience professionnelle. À la fin de Mobile Distillery, j'ai eu un projet entrepreneurial qui s'est appelé Stardust, qui est une société que j'ai portée pendant 12 ans avec des associés et une équipe qui montait à peu près une centaine de personnes, réparties entre Marseille, Paris et Montréal. Et c'est une société qu'on a vendue à un groupe la semaine avant le Covid en 2020. Je suis resté dans ce groupe 20 mois. Et en fait, durant cet accompagnement, je me suis aperçu d'une chose, c'est que mes équipes avaient des difficultés pour rejoindre les décideurs qu'elles prospectaient. Et qu'il y avait un canal qui nous avait été un canal plutôt d'ailleurs, qui nous avait été qu'on avait plutôt bien utilisé, qui était la recommandation et les mises en relation. Et donc du coup, comment mettre en place une solution à l'échelle de demande de mise en relation à des personnes dans différents contextes. Le premier contexte était le contexte de prospection, parce que voilà, on cherche à joindre quelqu'un qui ne répond pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'il est sursollicité. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, je crois qu'un décideur en moyenne, c'est 12 contacts non sollicités par jour. Donc, c'est plus de 1 par heure. Donc, il y a du bruit et pour atteindre un décideur, il faut arriver à sortir de ce bruit-là. Donc, c'était vraiment l'objectif initial dans la phase de prospection. Puis, il y aura un deuxième contexte qui me paraît pertinent, c'est la phase de réponse à appel d'offres. C'est quand je suis dans le cadre d'un réponse à appel d'offres, dans le cadre d'une vente grand compte, comment je fais pour envoyer du love à un décideur ou à une équipe que je ne connais pas forcément complètement, et être plutôt dans un contexte de lobbying que dans un contexte de prospection. Ouais. Non, mais c'est clair que dans ce podcast de la vente, on entend souvent dire que la recommandation, c'est l'un des leviers les plus puissants pour vendre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va voir comment utiliser la recommandation et les mises en relation pour accélérer ses ventes. Avant d'introduire ce sujet, je voulais aussi expliquer aux auditeurs comment je t'avais connu, je t'avais rencontré. Et en fait,
as fait une campagne marketing que j'ai trouvé très puissante, très forte il y a quelques mois pour faire connaître ton produit, où en gros, tu as fait une sorte de classement des gens dans la vente. Et j'ai trouvé ça très intelligent parce qu'au final, tu as eu des gens qui ont communiqué sur ton produit sans forcément le connaître parce que tu avais réussi à les mettre en avant. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cette action marketing que tu avais Ouais. entrepris? Comment ça s'est passé? Quels ont été les résultats? Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris de cette action marketing? Alors, c'est une action marketing qu'on a fait un peu en urgence, dans le sens que c'est pas quelque chose auquel on avait réfléchi dans le cadre du lancement de Referral Squad. J'ai discuté avec une étudiante qui m'accompagnait sur les réseaux sociaux et qui m'a dit, ouais, mais en fait, toi, tu suis qui sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse s'en inspirer. Et en fait, en passant une journée à me dire qui je suis, pourquoi je les suis, les classer, les répertorier, je me suis dit, en fait, ça, c'est un énorme travail et autant qu'en fait, on s'en serve pour faire quelque chose parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées. Donc, en fait, on a eu derrière une démarche qui était beaucoup plus lourde, vu que c'était à peu près 1 mois et demi de travail d'aller chercher toutes les personnes, de classer les personnes en fonction de ce qu'elles faisaient. Donc, c'est un classement qu'on a appelé le leader de la vente. L'objectif de ce classement, c'est qu'on le ressorte toutes les années. Okay. Donc, l'idée, c'est pas que quelque chose qui soit fait qu'une seule fois dans le cadre du lancement. Hein. Mais donc, voilà, on a mis en place des scrappers, des outils pour suivre quelles étaient les personnes qui parlaient de la vente sur LinkedIn, sur les autres réseaux sociaux, quelles sont les personnes qui animaient des podcasts, qui intervenaient dans des podcasts, de façon à les classer, à classer, on va dire, en fonction, notre classement, il s'est basé sur plusieurs critères. Il y avait le nombre de followers de la personne, son audience, le nombre de posts que la personne pouvait poster qui parlaient de la vente, nombre de posts et nombre de posts qui parlaient de la vente, pour arriver à classer vraiment cette partie influenceur. On a identifié une centaine de personnes qu'on a classées de mémoire en 5 catégories. Il y avait les leaders d'opinion, les coachs en vente, il y avait les jeunes dirigeants, il y avait les directeurs commerciaux, voilà, je crois. Et après, on a fait aussi un peu la même chose aussi sur les solutions. On a fait un annuaire des solutions qui nous paraissaient pertinentes à suivre et tout, qui pouvaient, pour certaines, même être des concurrents ou des solutions alternatives à Referral Squad. Ça, les résultats, c'est qu'effectivement, on a eu, c'était un super coup de com', dans le sens qu'en fait, sans qu'on demande leur avis, il y a énormément de personnes qui se sont mis à parler de Referral Squad et qui ont mis en avant le projet. C'était la première partie dans la stratégie d'acquisition. Aujourd'hui, en gros, le produit Referral Squad, il fonctionne techniquement, il s'appuie sur une communauté, et c'est le chantier de la création de la communauté qui est le plus important pour moi. C'est qu'aujourd'hui, on doit atteindre 1500 personnes dans cette communauté pour que ça commence à avoir un peu de sens. C'est une communauté homogène de commerciaux basés dans la tech, les sociétés de conseil, les sociétés dans le conseil RH aussi, parce que c'est en gros des sociétés qui ont le même ICP. Et donc, du coup, ça a été un coup de boost, parce qu'en fait, d'un coup, j'ai eu 50 personnes sur les 100 qui ont joué le jeu à peu près, qui ont partagé le petit badge qu'on leur avait donné, et tu étais une des personnes qui s'est mis en avant comme ça, enfin, qui nous a mis en avant comme ça. Il y a eu un petit peu de bad buzz aussi avec des personnes qui ont fait des remarques par rapport à des choses où effectivement on n'avait pas validé qu'on avait une marque qu'on utilisait. Voilà. Mais donc du coup, c'était un super tremplin pour le lancement. Donc maintenant, Ouais. voilà, on est dans la phase où d'ailleurs c'est un contenu qu'on n'a pas très exploité auprès de la communauté et des personnes. C'est qu'on va réexploiter le contenu de ce classement-là plutôt dans la fin de l'année, en mettant en avant des personnes aussi sur nos réseaux sociaux. Ouais, c'était une belle leçon marketing. En gros, tu offres de la visibilité à des personnes qui, du coup, elles-mêmes vont offrir de la visibilité à ton produit à leur communauté. Ouais, et de façon Et- démultipliée en fait, et puis ouais. dans un très court, un très bon moment. Voilà. Après, comme ça s'est fait en vitesse, tu vois, on a prévenu, je crois, les personnes le vendredi pour leur Ouais, dire c'est que le vrai. classement allait sortir, pour leur dire que le classement allait sortir mardi. Il y Oui, a, donc tu as des gens qui ont loupé voilà. le coche, quoi. Ouais, il y a des gens qui ont loupé le coche. Il y a un biais, enfin pas un biais, mais malheureusement, c'est une remarque qu'on m'a fait qui est très vraie, qui est que le classement n'est pas assez féminin. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent la parole pour parler, enfin beaucoup de femmes qui prennent la parole pour parler de vente. J'ai Ouais. essayé d'être le plus exhaustif possible.
Après, je suis content parce qu'en fait, ce classement, il est déjà devenu une référence pour beaucoup de personnes. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles j'utilisais le classement pour trouver des nouveaux invités dans leur podcast. Donc, du coup, tu vois, c'était aussi quelque chose dont je suis assez fier. C'est que, en soi, cette initiative, elle a déjà bien marché, quoi. Ouais. Ce classement, il est toujours disponible sur un site? Il est toujours Ouais. disponible sur le site de Referral Squad. Donc, Ok, Referral Squad, c'est referralsquad.io. Dans la ok. partie classement, pour la partie classement des personnes. Et dans la partie indispensable, c'est les outils à suivre, à utiliser et les podcasts à écouter. Ok, top. Ben, je vous invite à aller voir ce classement. Effectivement bien catégorisé et ça vous permet de découvrir peut-être Mm. des gens que vous ne connaissez pas et que vous pouvez suivre sur LinkedIn. Donc, Ouais. en tout cas, c'était une belle action. Je pense effectivement tu la refais chaque année ou en fin d'année et avec peut-être une stratégie d'acquisition, on va dire moins dans l'urgence et ça peut t'offrir Ça, encore plus de ça visibilité. sera pas difficile de faire Ouais. moins dans l'urgence, Ouais. mais ouais, c'est prévu, voilà. Moi, Ok. l'idée, c'est que, tu vois, une des évolutions qu'on va essayer d'aller chercher dans nos algorithmes, c'est aussi de regarder qui fait beaucoup de commentaires, parce qu'en fait, c'est pas Ah oui. forcément la personne qui parle le plus qui est la plus pertinente. Tu peux avoir des personnes qui m'ont fait cette remarque, c'est que tu as des gens qui sont des super commentateurs, qui interviennent sur tous les posts et tout, qui font des remarques ultra pertinentes et qui pour autant ne sont pas des grands producteurs de contenu. Et donc tenir compte de ces remarques-là, c'est aussi quelque chose qu'on va essayer de faire. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont spécialisés de faire des commentaires à forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, ça peut être une stratégie aussi hein, Ouais. de commenter des posts pour entrer en contact avec des décideurs. Mais justement, on va parler de tout ça. Donc toi, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est donc, on l'a bien compris, utiliser les recommandations pour accélérer ses ventes. Ouais. Tu nous as expliqué un peu que la genèse de cette idée, mais pourquoi aujourd'hui tu voulais qu'on adresse ce sujet dans ce podcast-là? J'imagine que tu as plusieurs idées derrière la tête. Ouais. Bah, en fait, déjà, derrière le thème de referral, il y a deux sujets. Il y a le premier sujet qui est la mise en relation et le sujet de la recommandation. On ne demande pas des recommandations, on ne fait pas des mises en relation n'importe comment. La recommandation, c'est souvent fait par quelqu'un qui a utilisé votre service, qui a utilisé votre produit, qui le connaît, qui est capable de le mettre en avant. Quand la mise en relation, c'est plutôt quelque chose qui est fait par le réseau. Et alors, souvent, on mélange un petit peu les deux, et alors que les deux ne sont pas pour autant, enfin, les deux atteignent le même objectif, mais ce n'est pas la même chose. On ne va pas aller demander des mises en relation, enfin, des recommandations à des gens qu'on ne connaît pas et des mises en relation à des gens qu'on connaît bien. Il faut bien avoir ça en tête. C'est deux approches très similaires, mais qui ont leurs différences. Donc, voilà, moi, j'estime qu'une partie du succès de Stardust, donc ma précédente société, et une des choses qui nous a amené en fait à l'exit, c'est ça, c'est qu'on avait une bonne stratégie marketing et sur lequel en fait on a pu s'appuyer aussi sur les personnes pour lesquelles on a travaillé. C'est pas rien. On avait une des choses dont je pense on peut toujours être assez fier, c'est que la marque Stardust, 3 ans après son rachat, en France, elle existe toujours dans la communauté du test, alors que le groupe qui nous a racheté n'arrive pas à implanter sa marque. Et donc, en fait, ça, c'est parce que on avait investi sur la marque et on avait surtout beaucoup de personnes qui la connaissaient et qui en parlaient. Donc voilà pourquoi c'est un sujet qui est important pour moi, et sachant qu'en fait aujourd'hui c'est un sujet qui a un très fort levier et qui n'est pas assez utilisé dans les différentes stratégies commerciales. C'est probablement d'ailleurs un des points qu'on doit traiter chez Referral Squad, c'est comment expliquer aux directions commerciales comment la demande de mise en relation, la demande de recommandation doit être faite par leurs équipes pour être performant, et comment en fait, de faire ça et de faire ça pour eux ou pour d'autres, c'est un levier en fait de reprise de contact avec certaines personnes qu'ils ont peut-être perdu de vue. Et c'est aussi en fait, c'est pas parce que je fais une mise en relation et que éventuellement j'ai une compensation de cette mise en relation que le commercial va être défocusé de son objectif. Au contraire, c'est un super prétexte souvent pour revenir vers des personnes.
Moi, au début de la réflexion sur Referral Squad, c'est un retour que j'avais eu de beaucoup de personnes qui me disaient oui, mais en fait, si mes commerciaux passent leur temps à faire des mises en relation pour d'autres, ils ne sont pas en train de vendre pour moi. Je vais écouter. J'aurais pu penser ça à une époque. En fait, si tu travailles bien ton schéma de mise en relation ou de recommandation, au contraire, tu vas être en train de vendre et tu vas vraiment te positionner comme un vendeur conseil qui connaît son client, qui connaît son prospect et qui lui apporte de la valeur ajoutée par des mises en relation à valeur ajoutée. Faire une mise en relation pour faire une mise en relation, si on ne croit pas dans la personne qu'on présente, si on ne pense pas que la solution qu'elle apporte est pertinente et si on pense qu'on se met en danger, ça n'a pas de sens. Moi, c'est vraiment ce triptyque de confiance que j'appelle à respecter en fait. C'est on fait des mises en relation quand elles sont pertinentes. Et c'est une des choses qui est important dans la création de la communauté de Referral Squad, c'est trouver des personnes qui partagent cette philosophie, mais qui savent se positionner en vendeur conseil. Donc du coup, se dire, bah voilà, j'ai analysé ton business en tant que prospect ou en tant que client. Je pense que tu vas rencontrer tel problème ou que tu l'as et que tu ne connais pas encore. Bah, je t'apporte déjà une solution par rapport à quelque chose que tu vas devoir affronter dans les prochains mois. Ouais. Et ce qui te met en avant vraiment, en fait, en tant que commercial, dans ta pertinence par rapport à ton interlocuteur. Ouais. Alors, tu as parlé de schéma de mise en relation. Je me mets à la place d'un auditeur, par exemple commercial, qui écoute le podcast. Ok, on comprend la valeur ajoutée de la mise en relation, la recommandation. Comment tu commences? Quels sont on va dire, par quoi commencer en fait quand tu te dis, ok, moi je suis commercial. C'est vrai que j'utilise pas trop ce levier de recommandation de mise en relation. Par quoi je commence? Bah, je dirais que la première chose par laquelle tu vas commencer avant de commencer par des demandes de mise en relation, c'est par de la recommandation. C'est que tu as tes clients qui peuvent déjà avoir d'autres personnes auxquelles ils pensent pour te mettre en relation avec elles. Donc la première stratégie, la première strate, c'est de mettre en place une stratégie de recommandation auprès de tes clients et tes prospects actuels, de façon à ce qu'ils pensent à te mettre en avant et tu peux leur offrir ou pas une compensation. Il y a beaucoup de boîtes qui aujourd'hui, dans leur schéma de vente, offrent une remise commerciale si la société en face demande fait des mises en relation ou te recommande à 2, 3 ou 4 personnes. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est tout à fait logique d'offrir en fait des avantages parce qu'en fait, c'est du temps que tu gagnes. Donc, voilà, je pense qu'il y a ce premier, en fait, cette première partie, c'est la recommandation auprès des personnes qui te connaissent. Les demandes de mise en relation, c'est quelque chose de plus compliqué. C'est qu'en fait, souvent, en fait, c'est trouver le bon intermédiaire. Aujourd'hui, en fait, le bon intermédiaire, il n'est pas forcément facile à identifier. Quand tu as 150 contacts en commun avec quelqu'un sur LinkedIn, comment trouver la bonne personne c'est déjà un premier problème. Et ensuite, arriver à trouver la personne qui a le plus d'influence pour influencer la décision de te recevoir, voire la décision d'achat, c'est quelque chose qui est encore plus compliqué. Et c'est pas parce que deux personnes peuvent avoir une forte connexion sur LinkedIn que pour autant tu peux avoir un fort pouvoir d'influence sur la personne. C'est quelque chose qu'on a vu souvent. Moi, en fait, c'est un exemple que je donne souvent. Je pense que la marraine d'un de mes fils a un pouvoir d'influence qui est bien plus important sur moi que quelqu'un avec qui je suis en contact sur LinkedIn. Pour autant, voilà, il faut faut pouvoir trouver dans son réseau ou dans le réseau en général le contact de la personne qui pourra organiser cette rencontre-là. Oui, puis ça arrive souvent que des gens qui sont en relation avec toi sur LinkedIn, finalement, tu les connais pas. Hein. Exactement. Enfin, moi, j'ai 6500 contacts ou 6600. Je connais bien 200 personnes maximum. Je connais pas. Voilà. Après, je dirais qu'il y a un deuxième tiers de 400, 500 personnes dont je sais dire ce qu'elles font dès qu'on me dit leur nom. Et puis après, il y en a 5000 et quelques dont je suis pas. Enfin, le nom m'est familier, mais pas forcément courant, quoi. D'accord. Donc, première bonne pratique, lister parmi ses clients ceux qui peuvent te mettre qui peuvent te recommander
Et puis après, ceux qui peuvent te mettre en relation, peut-être de manière plus précise avec un décideur que tu vises. Ouais. Et là, ça demande un peu plus de travail, un peu plus peut-être de cartographie, Ça demande des comptes. effectivement ça demande beaucoup de cartographie. Ça demande, enfin, pour la mise en relation, ça demande beaucoup de cartographie, ça demande de faire parler les personnes, savoir qui est dans leur écosystème et tout. Et c'est là où, en fait, avec Referral Squad, on cherche à apporter des choses. C'est ça. Nous, une de nos réflexions a été de se dire que dans un premier temps, on allait constituer une cartographie, enfin, on allait constituer une communauté uniquement de commerciaux. Dans un deuxième temps, on ouvrira la communauté à des pairs, parce qu'en fait, une recommandation, une mise en relation qui est faite par un pair, elle a encore plus de valeur qu'une recommandation qui peut être faite par un autre commercial. Mais ça, c'est donc du coup, c'est le niveau d'interlocuteur qui a travaillé dans la demande de mise en relation, la demande de recommandation. Il faut avoir le bon degré d'interlocuteur pour que les choses se passent bien. Parfois, d'ailleurs, en fait, on peut être amené à faire une demande de mise en relation dans les bonnes pratiques, mais pas vers soi directement, vers son patron. Et c'est des choses que beaucoup de gens oublient parce qu'en fait, on est un peu dicté par notre ego. On n'est pas forcément le bon interlocuteur pour être mis en relation tout de suite. Donc, il faut savoir aussi passer la balle à d'autres dans l'équipe pour qu'ils interviennent et peut-être récupérer la balle un peu plus tard. Ouais. Une autre pratique qui pose la question aussi du timing, c'est souvent on dit n'oubliez pas à la fin d'un rendez-vous de demander qui nous pouvons contacter de votre part. Ouais. Et là, j'imagine que toi, tu as aussi des idées sur quand demander une mise en relation ou une recommandation. Est-ce que tu peux nous en dire en fait, plus pour moi, en fait, demander à la fin du rendez-vous, c'est souvent prématuré. Okay. Parce qu'en fait, c'est bien, c'est une pratique à faire. Mais pourquoi je pense que c'est souvent prématuré, c'est qu'en fait, souvent, la personne n'en a pas encore eu le temps de créer le triptyque de confiance. Oui, tu es au début de ton cycle de vente. Et au début de ton cycle de vente, c'est un peu tôt pour aller demander des choses. Moi, je me souviens d'un vendeur Thermomix qui était passé chez mes parents, où tu devais passer, c'était dans les années 90, où tu devais, dès le début du rendez-vous, marquer 3 personnes à contacter. Ouais, c'est une pratique d'un autre âge. Donc, autant pas la refaire aujourd'hui. Maintenant, en fait, dès que tu commences, moi, je pense qu'en fait, le meilleur timing pour demander la mise en relation, c'est au moment où on remet la proposition. Tu as déjà travaillé, tu donnes de la valeur en tant que vendeur conseil à ton interlocuteur. Donc, du coup, c'est comment c'est un moment sur lequel tu peux lui demander aussi un give back. Voilà, j'ai fait le travail. Toi, est-ce que sur la base de ce travail, de ce que je t'ai proposé, à qui tu penses que ça pourrait servir d'autre? Ouais. Oui, tu as tissé ce lien de confiance. Tu n'es plus le vendeur, tu es, comme tu disais, le conseiller. Ouais. Et là, c'est plus facile de demander une mise en relation. Ouais. Après, la recommandation, elle est assez naturelle à la fin ou au milieu d'un projet, quand ça se passe bien. On est tous à l'abri personne n'est à l'abri qu'il y ait des petits couacs. Mais un petit couac aussi peut être aussi un bon moment pour demander une mise en relation, une recommandation. C'est qu'une fois que tu as traité le couac, tu montres aussi à ton interlocuteur que tu prends soin de lui. Et c'est aussi un prétexte pour dire, voilà, je t'ai sauvé et à toi aussi de me renvoyer l'ascenseur. Ouais, parfait. Il y a une autre notion qu'on t'a recommandé. Parfois, on est un peu trop dans la tête dans le guidon et finalement, on oublie tout simplement de remercier son client. Ouais. Et du coup, peut-être que là aussi, il y a une bonne pratique à mettre en place, c'est une stratégie de remerciement finalement. Ouais. Moi, je pense qu'en fait, il y a et la stratégie de remerciement qui est importante, bien notée, parce qu'en fait, c'est des ambassadeurs, toutes ces personnes-là. Et il faut penser aussi une chose, c'est quand on est plutôt la personne qui fait la mise en relation, c'est qu'on est responsable de cette mise en relation. Il faut faire un mail pour connecter 2 personnes, c'est facile. Il faut s'assurer derrière que les personnes ont bien échangé. Qu'est-ce qu'elles ont pensé l'une de l'autre, faire des feedbacks. Donc, en fait, en faisant la mise en relation, je suis responsable de cette nouvelle relation qui se crée. Et donc, du coup, c'est comment je m'implique. Et c'est aussi une vraie question à se poser. C'est comment, en tant qu'intermédiaire, j'ai envie de m'impliquer dans cette mise en relation. Est-ce que je connecte des gens? Est-ce que
Je pense qu'en fait, ma valeur n'est pas uniquement dans les connecter, mais dans leur faire découvrir deux choses qu'ils ne connaissent pas forcément l'un de l'autre, voire qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes et que j'ai perçu chez chacun d'eux. C'est un peu ce que font souvent les marieurs, hein, les agences de matrimoniales. À une époque, c'était elles te mettaient en relation parce qu'elles avaient vu chez deux personnes des choses que les personnes n'avaient pas forcément conscience. Et ben en fait, dans le fait d'être l'intermédiaire, tu es le garant de la confiance et tu es le garant de cette nouvelle mise en relation. Donc, à toi aussi de t'impliquer. Et donc ça, c'est vraiment une chose qui est importante. Dans le remerciement, moi, je conseille en général, nous, chez Referral Squad, on a choisi de ne pas avoir d'échange monétaire et d'avoir un échange qui est sur la base de crédit interne à la plateforme pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre interlocuteur, le membre de Referral Squad, n'a pas forcément un pouvoir décisionnaire pour signer un apport d'affaires. Et en plus, un apport d'affaires, tu ne te mets pas vraiment dans une phase de conseil, tu te mets dans une phase d'apporteur qui attend quelque chose en retour. Donc, c'est pas une vraie mise en relation, c'est pas une vraie recommandation, c'est de l'apport. Donc, nous, voilà, c'est une des choses, on fait de l'échange de monnaie interne qui permet de demander d'autres mises en relation. Ou alors, si tu es un super connecteur, tu peux convertir ces coins, ces sales coins, en fait, qui est la monnaie interne à Referral Squad, en avantage cadeau. Mais ça reste des petits montants. Et éventuellement, si tu es même auto-entrepreneur ou entrepreneur, tu pourras les convertir en cash, mais ça reste des petits montants. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un biais financier, mais par contre, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui demandent et tout le temps les mêmes qui offrent. Ok. C'est vrai que souvent, quand tu fais des mises en relation, enfin, moi, j'en fais pas mal, tu t'impliques pas plus que ça. Tu fais, comme tu dis, un mail, etc. Alors qu'en fait, si tu t'impliquais en plus, eh ben, je pense que tu pourrais créer de la récurrence, tu pourrais justement effectivement débloquer des, comment dire, comme tu as dit, des sortes de commissions ou des remerciements, quoi. Ouais. Et c'est vrai que des fois, tu fais des mises en relation, ça marche, tu n'entends plus du tout parler de ce qui s'est passé après, alors que finalement, tu es à la naissance, tu es responsable de la naissance d'un projet. Complètement. Et donc, du coup, c'est cette implication, c'est aussi ta marque que tu mets en avant. Et en tant que commercial, en fait, t'impliquer dans cette mise en relation, c'est aussi en fait t'assurer toi ta revente demain. Je me suis positionné, j'ai mis deux personnes en relation. Il y a de fortes chances qu'en fait que moi j'ai quelque chose aussi à revendre à mon prospect, à mon client. Et puis surtout, ça me valorise quoi qu'il se passe auprès de mon client. D'être juste un passeur de plat en soi, c'est pas forcément la meilleure des choses. C'est ça. Donc ça, c'est bon pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans la vente. Ben, ça peut être une brique à rajouter, si vous ne le faites pas déjà, de dire, OK, j'ai écrit dans mon playbook de vente, dans mon Notion, la stratégie de mise en relation, la stratégie de recommandation. Qu'est-ce qui se passe quand je mets en relation un interlocuteur avec l'un de mes clients? Quel suivi je fais? Et puis, est-ce que cette personne que j'ai mise en relation, à qui j'ai offert un deal, est-ce que cette personne-là, je garde le contact? Est-ce que je reprends des nouvelles? Est-ce qu'elle va me mettre en relation avec peut-être une autre personne? Parce que ça peut marcher dans les deux sens. Et ça, c'est vrai que des fois, on dit, les Américains, ils disent pay it forward, c'est-à-dire vous offrez quelque chose sans rien attendre en retour. Mais à un moment donné… Donner avant de recevoir, ouais. Donner avant de recevoir, exactement. Mais le fait de noter les choses et de voir si les gens à qui on a donné, à un moment donné, renvoient la balle, c'est intéressant aussi peut-être de pas… Dans ta cartographie, dans ta façon de connaître et de savoir qui sont les personnes sur qui tu peux compter, c'est indispensable en fait d'avoir une stratégie claire et d'organiser clairement en fait cette partie-là. C'est qu'en fait, et puis surtout pour pas demander deux fois des mises en relation près de la même personne ou qui ne fonctionne ou deux fois des personnes qui ne réussissent pas à te connecter. Ça te permet aussi de savoir quelles sont les personnes qui ont un vrai pouvoir d'influence et celles qui ont un pouvoir d'influence, on va dire, je ne vais pas dire fake, mais un pouvoir d'influence limité. Exactement. Alors, on a vu déjà pas mal de choses. On a vu le timing, comment remercier, à qui demander. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques aussi à avoir en tête quand on veut peut-être institutionnaliser la recommandation et la mise en relation dans sa boîte?
Je pense que déjà, il faut effectivement, la première des choses, c'est accepter que la mise en relation, c'est un canal de prospection. Moi, c'est vraiment une des choses qui m'a guidé dans la création de Referral Squad, c'est de se dire, j'assume complètement que c'est un canal de prospection et que c'est parfois un canal de prospection qui n'est pas utilisé. Et combien de sociétés ne savent pas et d'ailleurs, plus on progresse dans les grosses boîtes, en général, moins c'est une pratique qui est adoptée. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les échanges que j'ai eus. Ouais. Alors qu'en fait, c'est ces sociétés qui ont les réseaux en interne déjà pour en profiter au maximum. Parce qu'il y a des alumni de différentes écoles, parce qu'il y a des gens de différents milieux et tout. On peut très facilement, dans ces grosses boîtes, mettre en place et assumer le fait d'avoir la demande de mise en relation qui soit utilisée. Donc, je pense déjà, voilà, se dire, j'assume que j'ai une stratégie de prospection par la recommandation. C'est une des premières choses qu'il faut avoir en tête. Je pense ensuite, dans les bonnes pratiques, c'est se former à la mise en relation. Enfin, en tout cas, se rappeler ce que c'est. Les différents conseils que j'ai donnés, c'est pas forcément triviaux. Moi, je les avais pas forcément dès le départ. Se dire que voilà, tout ce que j'ai expliqué là, c'est pas forcément, c'est des choses que moi j'ai apprises parce que j'ai travaillé le sujet de la mise en relation. Donc voilà, c'est plutôt les choses. Et après, surtout, c'est comme tu disais, c'est le pay it forward, c'est qu'en fait, il faut pas s'arrêter au fait de ne pas avoir de retour et surtout, dès qu'on peut faire des mises en relation, c'est vraiment se positionner en tant que conseiller. Si on se positionne en tant que conseiller auprès de ses interlocuteurs, tout de suite, en fait, ça permet d'être plus pertinent dans les mises en relation qu'on va être amené à faire. Très bien. Écoute, on arrive à une demi-heure d'interview. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur ce sujet? Alors, on a parlé de bonnes pratiques, mais bien sûr aussi, maintenant, tu as les outils. Ouais. Donc, on peut aussi inviter les gens à tester Referral On a, Squad. Ouais. Moi, j'invite tous les utilisateurs et tous les auditeurs à s'inscrire à Referral Squad. Il y a encore beaucoup de bugs, donc il ne faut pas hésiter à me les signaler. En gros, quand tu te connectes à Referral Squad, tu as 100 crédits qui te sont offerts tout de suite, qui te permettent de faire à peu près 2 demandes de mise en relation et tu peux en gagner 200 tout de suite avec une première demande de mise en relation qui t'est destinée. Donc, en fait, on t'offre naturellement en fait, 300 crédits qui sont à peu près 6 demandes de mise en relation sans que tu en aies fait une première. Aujourd'hui, voilà, l'objectif sur Referral Squad, c'est d'atteindre assez vite 1500 personnes impliquées dans la communauté. Il y a une extension Chrome qui existe et qui va arriver, qui permet en fait, dès que je suis sur une page LinkedIn, de savoir si c'est quelqu'un qui est demandé ou pas par la communauté. De faire une demande pour cette personne sans avoir à saisir toutes les informations dans la plateforme. Donc là, l'extension Chrome, c'est quelque chose qui commence, enfin qui est en bêta test chez une dizaine d'utilisateurs. Donc voilà. Ok. Tu me parles de ces crédits. Des crédits, c'est vraiment pour avoir une mise en relation. Il n'y a pas Alors, d'autres utilisations des crédits. les crédits sur la plateforme, ils servent à deux. En fait, on peut en gagner de différentes façons. En fait, il y a Ouais. une partie dans la plateforme dont je n'ai pas du tout parlé. C'est que en même temps qu'en fait on fait des demandes de mise en relation, il faut aussi s'apercevoir d'une chose, c'est que les clients ou les prospects ne sont pas forcément les bons prospects pour notre société. Et dans la plateforme, on a travaillé aussi toute une partie de savoir si on recommanderait ses clients. Et quelles sont les valeurs de nos clients et quels sont les différents aspects qu'un client peut avoir, quelle est la bonne stratégie d'approche, est-ce que les gens sont faciles à rencontrer, est-ce qu'ils payent bien, parce qu'en fait c'est aussi une question qu'on se pose aussi dans les phases. Donc il y a toute une base que moi j'appelle un peu le Glassdoor en fait des clients qu'on est en train de structurer, qui elle nécessite en plus d'avoir les 1500 commerciaux, c'est d'avoir des gens qui donnent leur avis. Et voilà, c'est comment les commerciaux recommandent et donnent leur avis sur les clients. Et donc, en fait, les crédits que tu peux, les sales coins, tu peux les gagner en déposant ton avis sur un compte et tu peux les utiliser en consultant les fiches entreprises d'un compte. Voilà. Et de la même façon que tu peux aussi tu peux gagner des crédits en faisant des mises en relation ou en demandant des mises en relation. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. On mettra le lien dans les notes du podcast pour que les gens puissent tester, accéder à la plateforme et tester des mises en relation.
Écoute, très bien, François-Joseph. Je vais passer aux questions de la fin que je pose à tous les invités. Bon, je les modifie parfois. J'espère que je vais pas te poser de colle. J'aimerais savoir quelle est la chose dans laquelle tu as passé beaucoup de temps au niveau professionnel, hein, et que je Ouais. devrais éviter. Je pense qu'il y a, enfin, il y a, chez Stardust, on a passé beaucoup de temps à définir des produits qu'on n'a pas sortis. Ok. Et parfois, en fait, voilà, c'est des produits qui correspondent à des intuitions. Mais de temps en temps, en fait, il faut faire confiance aussi à son intuition. Donc, du coup, je pense voilà, c'est bien d'avoir des produits qu'on sort pas, mais de temps en temps, il faut avoir le courage de les sortir. Même s'ils sont pas beaux. Donc voilà, je pense que c'est une des choses qui est importante, et même un produit qui est pas forcément beau, faut le sortir. D'accord. Ouais. D'accord. En Et fait, c'est ça, le mettre dans les mains d'utilisateurs. Ouais. ouais, c'est de pas trop passer de temps à perfectionner parce que tu sais très bien que la Mm. perfection, c'est l'ennemi du bien, hein. Exactement. Ouais. Ok. Ensuite, est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que tu as fait beaucoup trop tard? Ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard? Bah, alors moi, oui et non. Moi, je suis au départ un grand timide. Je suis arrivé enfin, la vente était probablement la chose qui m'a sorti de ma timidité. Enfin, et par contre, j'ai découvert la vente et j'ai fait des formations en vente que très tard. Déjà parce qu'en fait, quand je suis arrivé à la vente, il n'y avait pas des formations de vente digitale telles qu'on peut en avoir aujourd'hui. C'était des formations institutionnelles. Il n'y avait pas d'explication de ce qu'était la vente dans des startups il y a 20 ans. Donc voilà, je l'ai appris, j'ai découvert comme ça. Donc moi, un de mes conseils, effectivement, c'est de se former le plus tôt possible et de faire appel à des coachs de vente le plus tôt possible. Parce qu'en fait, voilà. Et paradoxalement, en fait, c'est quelque chose que j'ai très mal fait chez Stardust parce que j'aurais dû mettre des coachs de vente très vite dans nos équipes. Euh, Tu vois, en 2019, on a fait appel à quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe Guyon Ah oui. pour arriver à nous aider à passer un cap. Et en fait, moi, j'ai pris une leçon dans le cadre d'un rendez-vous que j'ai fait avec lui, où il a posé une seule question. Il a écouté tout le rendez-vous, mais il a posé une seule question à la fin à nos interlocuteurs, qui était la question qui nous a permis de sortir cinq ou six objections qui étaient complètement cachées et auxquelles on n'aurait pas pensé. Cette question, c'est qu'est-ce qui vous ferait dire non? En tant que commercial, on va toujours chercher un oui, mais en fait, donner la possibilité à son client de dire non, bah, parfois, en fait, c'est juste trouver les objections qui feront que le oui est juste inéluctable. Ouais, qu'effectivement, question puissante qu'on Ouais, retrouve de temps en temps dans ce podcast ouais, comme ouais. conseil. Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait dire non? Mm. Ensuite, François-Joseph, est-ce que tu as des compétences essentielles que tu aurais aimé souhaiter développer plus tôt? Et si tu avais une baguette magique, quelle est la compétence que tu te donnerais aujourd'hui? Bah, moi, enfin, je parle anglais comme un français moyen, et donc aujourd'hui, je sais que c'est un de mes handicaps enfin, l'idée pour moi de Referral Squad, c'est d'aller à l'international. Malheureusement, je pense que je serais pas la bonne personne pour porter Referral Squad complètement à l'international. Donc il faudra, enfin, c'est un des sujets que je dois travailler. Ouais, c'est cette compétence anglaise, en tout cas l'accent euh, qui euh, qui fait que je serais très limité, je serais limité dans le développement. Et après, je pense Ok. qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est que j'ai parlé de coaching commercial, mais je pense qu'il faut du coaching de dirigeants de façon beaucoup plus forte, de façon à savoir aussi quelles sont ses limites et comment on les passe. Moi, je suis arrivé à la vente de Stardust en étant fatigué, sans en avoir conscience. Et je pense que sans que personne autour de moi en ait vraiment conscience, et le deal de vente tel qu'il était organisé, je pense qu'il correspondait pas à l'état d'esprit dans lequel, enfin, pas l'état d'esprit, mais qui correspondait pas à la fatigue que j'avais et à la lassitude que je pouvais avoir à ce moment-là. Donc, Ouais. en fait, un coach, ça te permet d'éviter ces problèmes-là. Et c'est vrai que la vente d'une entreprise, alors ça peut très bien se passer, ça peut aussi mal se passer, mais c'est un sujet finalement Mmh, qu'on aborde très peu, hein. On mmh, voit les exits à plusieurs millions mmh, d'euros, mais tu peux aussi vendre une entreprise euh, parce que tu es fatigué ou tu as envie de mmh. passer à autre chose. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'adresse pas trop dans les podcasts. Ouais, Typiquement, on pourrait en parler dans un podcast. Ouais. ouais, je pense que enfin, c'est un vrai sujet. Moi, je suis arrivé à ce moment. En fait, je n'avais pas conscience à quel point je suis arrivé pas préparé pour cette partie-là. Ouais. Et Ouais. bah,
Oui, parce que tu as plein d'interlocuteurs qui arrivent que tu connaissais pas, tu as des négociations, Mm. il faut valoriser la boîte, c'est encore quelque chose de pas Ouais, évident à faire. et puis t'es arrivé et t'as l'impression d'arriver, alors qu'en fait, c'est une nouvelle histoire qui arrive. Moi, je dirais que en plus, elle est arrivée, le confinement est arrivé une semaine après, donc beaucoup de Ah choses ouais, sont très différentes de ce sur quoi je m'étais projeté. ouais, Mais le fait de ne pas avoir conscience de l'état psychologique dans lequel j'étais fait que j'ai pris des mauvaises décisions et que j'ai eu des comportements qui n'étaient pas les bons. ok. Bah écoute, on refera un épisode sur ce sujet Ouais, où avec je plaisir. t'inviterai pour parler de comment vendre une entreprise. Je pense Et que on, beaucoup de personnes sont encore plus légitimes que moi pour en parler, mais je pourrais témoigner de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. ouais, bah écoute, on fera une Ouais, interview à plusieurs personnes. ouais, ouais. Ça peut être sympa. Ok, bah écoute, on arrive à la dernière question. Est-ce que si tu pouvais inviter quelqu'un dans le podcast, tu donnerais l'invitation à qui? Alors, moi, je pense à trois personnes que j'aime beaucoup. Jean-Philippe Guyon, moi, il m'a apporté énormément. Et c'est quelqu'un que je recommande, souvent. Il recommande en tant qu'intervenant ou en tant qu'intervenant ou invité de podcast. Euh, je pense qu'il y a aussi quelqu'un que je dis souvent parce qu'en fait, son succès m'a beaucoup inspiré, c'est Hervé Bloch des Big Boss, qui est un super vendeur et qui amène plein de choses. Une personne à laquelle je pense aussi souvent, c'est Cédric Robin d'une société qui s'appelle Talentine. Maintenant, c'est le groupe Between, qui est un super vendeur et un super entrepreneur. Ok, super. Bah Voilà. écoute, je les ai notés et ce sera justement une mise en relation Que, que je vais que je pouvoir ferai, faire. que je ferai avec plaisir. Voilà. Ok. Écoute, super. Comment on fait pour te joindre, François-Joseph, si on veut continuer à parler de ce sujet avec toi? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur LinkedIn, de me demander en contact et de répondre aux messages que j'envoie toujours derrière le plus souvent quand j'ai une demande de mise en relation. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent pas à ce message-là et c'est frustrant. On demande un contact, mais pour autant, il n'y a pas de relation qui se crée. Ou souvent on ne sait même pas d'où vient en fait qu'est-ce qui était à l'initiative de cette demande-là. Donc il ne faut pas hésiter à m'ajouter. Sinon mon adresse mail c'est françois.vialon@referralsquad.io ou @gmail.com. Voilà. Et là aussi j'essaie de répondre et Vialon avec 2 L. Voilà. Ok, génial. Bah, écoute, j'espère que ce podcast vous a donné des idées pour implémenter des stratégies de mise en relation et de recommandation dans votre société. Allez tester Referral Squad, encore une fois, et puis partagez l'épisode sur les différents réseaux. Et merci encore, François-Joseph, pour ta dispo. Je t'avais dit une Alexandre, quarantaine merci. de minutes, donc c'est bon, on est dedans. On est pas mal, on a été fort. Voilà. Ouais. Bravo. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!